Sur cette thématique, il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit des choses. Ce soir aussi va être traité, va être une thématique. Mais on ne voulait pas rester un petit analyste dans cette optique, mais l'élargir à d'autres sujets. Parce que certainement que la santé est devenue une préoccupation omniprésente au sein de la société québécoise. On peut dire même qu'au-delà de la valeur objective que l'on analyse, on peut dire que c'est devenu en soi une raison d'être existentielle. Au point même que certains disent que vraiment le Québec n'est pas devenu laïque, si on pourrait changer une religion pour une autre, on serait dans la religion de la santé à tout prix. Non? Bon, c'est des choses que sûrement qu'il faut nuancer, mais je pense que mais certainement qu'on est face à un problème aussi, que le coût du système de santé augmente sans cesse. Actuellement, on calcule que 50% du budget de l'État québécois est dédié, sinon directement au ministère de la Santé, aux soins de santé au sens large du terme. Et on prévoit même qu'en 2020, ça pourrait atteindre presque 70%, 69%. On ne peut pas fermer le jeu face à cette réalité, mais il faut évidemment se demander c'est quoi les raisons de cette réalité. Mais au-delà de la question de l'augmentation des dépenses, je pense qu'il y a toute une question qui a à voir avec les qualités de soins, non? Parce que les dépenses augmentent, mais on sait que les difficultés d'avoir une médecine de famille est toujours structurelle, les listes d'attente sont interminables, les urgences sont souvent débordées, et le temps que les médecins peuvent dédier comme il faut à prendre soin d'un patient n'est pas assez qu'on souhaiterait. En fait, on pourrait dire que cette triple dysfonction, il aurait en gros, je pense, trois causes principales, qui sont celles que vous avez lues déjà dans la publicité que vous avez reçue. On est, je pense, face à une idéologie de la santé qui, en gros, bien sûr, on pourrait la caractériser comme celle d'une une performance techno-sanitaire et basée sur la médicamentation à outrance, non? Et moins sur la promotion de la médecine comme une art de vivre et de guérir et de mourir. Évidemment qu'il y a toute la question du Big Pharma. Quand on dit Big Pharma, c'est une façon de parler de tout le conglomérat de l'industrie pharmaceutique qui a une emprise sur le programme de recherche et sur la fixation des coûts des médicaments. On va avoir des informations assez précises sur ce sujet. Il y a aussi un certain pouvoir médical, ou de la part du corps médical, sur le pouvoir politique. Je vous donnerai pas des exemples même assez clairs de cette collusion à laquelle on assiste au Québec, en quelque part fait que les corporations de médecins parfois peuvent imposer leurs conditions de formation, de travail et surtout de rémunération à l'État québécois. On dit une couverture publique avec une pratique privée. C'est pas tout le corps médical, une partie importante. Évidemment, tout ça nous demande de repenser en fond et en comble notre système de santé, mais je pense que au-delà d'une stricte question d'organisation ou d'allocation de coûts, il faut aussi penser quelles sont les autres conceptions autour de la santé et de la maladie qu'on peut avoir, non? Toute une culture différente, une façon d'envisager notre rapport à la maladie, notre rapport à la santé, notre rapport à l'espérance de vie, parce que peut-être, au fond, il ne s'agit pas d'ajouter des années à la vie, mais peut-être d'ajouter de la vie aux années qu'on a à vivre, non? Alors, sur ceci, je vais me taire, parce qu'il y avait 3 panélistes, pas 4, mais nous avons 3 personnes aujourd'hui que je vais vous présenter au fur et à mesure de leurs interventions qui vont essayer de toucher ces 3 dimensions, non? Cette emprise du Big Pharma, cette façon d'assurer que tout le monde puisse avoir un accès équitable au système de santé et comment il faudrait peut-être repenser certains des fondements
de notre façon d'envisager, de vivre ce rapport à la maladie, à la santé. En première ligne, nous avons avec nous Isabelle Leblanc. Madame Leblanc est médecin de famille, mais a une formation aussi en anthropologie. Et présentement, à part d'être médecin en pratique, est président de l'organisme Médecins pour le régime public. Oui, ça existe. Un organisme qui s'appelle Médecins pour le régime public, et je pense que vous pourrez aller regarder par Internet les choses qu'ils font. Et c'est à ce titre aussi qu'on l'a invité. En fait, on lui a posé une série de questions auxquelles elle va essayer de nous répondre. C'est comment assurer un accès équitable, sûr, efficace et de qualité des personnes aux soins de santé sans être obligées de passer par des régimes privés ou parapublics qui sont en train de s'implanter presque comme une alternative obligatoire. Une alternative obligatoire, non? Vous comprenez à quoi je fais référence. Alors, les prochaines 2 minutes, Mme Leblanc va répondre sans aucun doute à cette question. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi de me donner la chance d'être assise à côté des 2 autres panélistes que j'ai bien hâte d'entendre. Comme vous avez dit, moi, je suis la présidente de Médecins québécois pour un régime public. Donc, c'est sûr que ma réponse à votre question, c'est ça passe fondamentalement, je crois que la solution passe par un système de santé public qui devrait être garant d'égalité, d'équité et de santé. Puis je pense qu'on doit vraiment s'arrêter puis regarder où on en est avec notre système de santé parce que malheureusement, on voit de plus en plus une dérive vers des privatisations actives et passives. On va en parler tout à l'heure. Je suis médecin, mais je pense aussi que la solution passe pas tant que ça par les médecins. Je pense qu'on est dans un système qui tourne autour des médecins au point de vue politique, mais aussi au point de vue de l'organisation des soins, puis peut-être que c'est une erreur. Je pense que comme médecin, on a une place évidemment à avoir dans le système de santé, mais tout devrait pas tourner autour de nous. Vous parlez de la religion de la santé tout à l'heure. Je pense pas qu'on soit des dieux, puis je pense pas que c'est à nous de décider qu'est-ce qui se passe dans le système. Il faut que des gens qui connaissent ça, puis les gens qui peuvent aider les patients à rester en santé soient tous impliqués dans ce système-ci. Quand on s'est doté d'un système de santé publique il y a 45 ans, c'était pour garantir à tous une protection contre des maladies catastrophiques. Quand il y a des gens qui faisaient faillite parce qu'ils étaient malades, il y a des gens encore pires qui n'arrivaient pas à avoir les soins dont ils avaient besoin parce que ça coûtait trop cher. Comme société, on s'est unis, on s'est dit ça ne devrait pas fonctionner comme ça. On devrait trouver une façon que tout le monde paie à la hauteur de ses moyens à travers les impôts qui, à ce moment-là, étaient vraiment à la hauteur des moyens des gens avec des paliers d'imposition un petit peu plus forts pour les personnes plus riches, un petit peu moins forts pour les personnes plus pauvres, pour éviter donc que les gens s'endettent ou meurent faute de soins ou aient à dépendre de la charité de soignants pour pouvoir être tenus en santé. En même temps, il y a eu l'évolution d'un système d'éducation publique, puis un petit peu plus tard est venu le système d'éducation préscolaire, qui est lui aussi plutôt public. Mais en fait, ces 3 systèmes-là sont généralement publics, mais dès leur création, avait un petit peu de privé, et là, on voit que le privé, tant de l'éducation, tant les CPE que dans le milieu hospitalier et les milieux médicaux, est en train de prendre une plus grande place. La personne qui a été l'instigateur de l'assurance maladie au Canada, c'était Tommy Douglas. C'était un politicien de Saskatchewan, qui a une citation que j'adore, qu'on cite souvent, parce que je pense que ça résume en fait ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Il dit « Ceux d'entre nous qui parlaient du système de santé publique dans les années 40, 50, 60, rappelaient continuellement au public que le système de santé publique franchirait 2 étapes. La première consistait à éliminer les obstacles financiers entre les fournisseurs de soins de santé et ceux qui en ont besoin. La deuxième étape serait beaucoup plus difficile, car elle nous demanderait de modifier notre système de prestation des soins pour réduire les coûts et pour mettre l'accent sur la médecine préventive. Nous devrions réexaminer régulièrement le système de santé publique afin d'être capable d'établir au Canada un programme qui garantira le maximum de santé, qui permettra aux Canadiens de jouir d'une bonne santé et qui leur fournira des traitements lorsque la santé leur fera défaut. Et nous devons le faire sans avoir à redouter le fardeau financier qui a paralysé tant de gens dans d'autres lieux à d'autres époques. Cette deuxième étape-là, c'est où on devrait être rendu. Regarder notre système puis assurer la santé. Parce qu'on n'a pas une assurance santé au Québec, on a une assurance maladie. On assure les gens contre la maladie, puis la santé, ça vient un petit peu en deuxième lieu.
Comme on a dit tout à l'heure quand on m'a présenté, je suis médecin, mais je suis aussi une formation d'anthropologie. Puis je me dis qu'avant de parler de comment changer la culture, il faudrait peut-être regarder un peu c'est quoi les éléments les plus importants de la culture médicale en ce moment. Comme je viens de dire, c'est une culture de la maladie, c'est non une culture de la santé. Qui a accès aux médecins? Les gens qui sont malades. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que quand on arrive dans le système, quand on arrive à l'hôpital, par exemple à l'urgence d'un hôpital, oui, peut-être qu'on va attendre à l'urgence avant d'être pris en charge, mais quand on est pris en charge, la qualité des soins est très bonne. Quand on est très malade, quand on a un cancer, quand on a un accident de la route, on reçoit des soins appropriés, puis généralement assez rapidement comme on en a besoin. Mais toute l'organisation du système est autour de l'hôpital. L'hôpital, maintenant, avec les méga-fusions, est vraiment le centre de l'organisation des soins. C'est autour des médecins, puis c'est autour des médicaments. C'est pas pour rien que les 3 plus grands postes financiers pour le ministère de la Santé, c'est c'est les médicaments, en fait, le coût des médicaments, le salaire de médecins, puis le béton des hôpitaux, surtout là qu'on construit beaucoup de méga-hôpitaux. Mais c'est là où l'argent va, et c'est comme ça qu'on voit notre système de santé. On l'organise autour des hôpitaux. Avant, il y avait des CLSC. Les CLSC, ça n'existe même plus. Ça a été fusionné dans des réseaux régionaux. C'est des C3S, maintenant c'est des CIS, c'est des CIUS. Donc, on met tout autour de l'hôpital. Puis évidemment, quand on fusionne un hôpital avec un CLSC, quand on leur donne la même administration, quand c'est de l'argent à répartir, c'est toujours, en bon québécois, au plus fort la poche. Hein. C'est le plus gros, c'est l'hôpital qui reçoit la majorité du financement. Et l'hôpital s'occupe de la maladie. On peut tous s'entendre que l'hôpital, c'est pas un endroit où on prend soin de la santé des gens. C'est sûr que dans le cabinet des médecins, dans le cabinet des infirmières, avec d'autres professionnels de la santé, on peut parler prévention, on peut parler maintenir la santé ou favoriser la santé, mais c'est pas quelque chose qu'on fait en hôpital. Ça, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais aussi la culture de la maladie, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on va chez le médecin? Bien, on va faire des prises de sang, on va faire des tests, on va avoir des médicaments, on va faire des examens, on cherche la maladie. On parle pas vraiment de comment ça va, on essaie de trouver ce qui va pas. Puis même quand on parle de prévention, souvent, il y a une partie de la prévention qui est très importante, mais il y a une partie de la prévention qui est aussi une raison de faire plus de tests puis de donner plus de médicaments aux gens pour prévenir des choses qui peuvent ou ne peuvent pas arriver. Donc la culture, vraiment, c'est une culture de la maladie et qui tourne autour du médecin. Le financement, comme j'ai dit, tourne autour des hôpitaux, tourne autour du salaire des médecins, puis il y a vraiment une définition restreinte de c'est quoi la médecine. L'assurance maladie, par exemple, la RAMQ au Québec paye pour les soins obtenus auprès d'un médecin. Mais très souvent, les soins dont vous avez besoin pourraient être donnés par une infirmière, pourraient être donnés par un physiothérapeute, par un psychologue. Et dans la plupart des cas, c'est pas couvert par l'assurance maladie. C'est couvert par l'assurance maladie seulement si vous allez dans un hôpital ou dans un CLSC, dans un CIUS maintenant. Donc, quelque part de public, mais la plupart des soins qui ne sont pas des soins donnés par un médecin sont privés. Et ça, je pense que c'est une des premières choses à laquelle réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est seulement la visite chez le médecin qui est couverte? Elle est couverte même en cabinet externe, même en cabinet privé, alors que un psychologue ou une infirmière qui pourrait souvent prendre soin de vous, il va falloir débourser. C'est quelque chose d'horrible de savoir que vos patients ont besoin de voir un psychologue, puis la première question, c'est « Ah, avez-vous une assurance? » Parce que s'il n'y a pas d'assurance, ben des fois, on finit par prescrire des médicaments dont ils n'ont pas vraiment besoin, parce que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de voir un psychologue, mais ça peut prendre un an et demi avant d'avoir un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Soit moi, comme médecin, je les vois, je leur parle, j'essaie de les soutenir autant que possible sans leur prescrire de médicaments, ou à un moment donné, parce que les choses s'améliorent pas, parce que je suis pas psychologue, on finit par donner des médicaments qui peuvent aider ou pas aider. Donc ça, c'est vraiment l'organisation des soins qui est faite autour du médecin. Puis en cabinet, le médecin, c'est ce qu'on appelle la prestation privée. C'est-à-dire que, oui, vous allez payer avec votre carte d'assurance maladie, mais le médecin, c'est lui qui gère sa clinique. C'est lui qui décide où va être la clinique. C'est lui qui paye le salaire de ses employés. C'est lui qui paye pour les fournitures. Il n'y a pas de compte à rendre vraiment. Il n'y a pas vraiment d'imputabilité sur les soins qu'il donne, quels soins il choisit de donner, à qui il choisit de les donner. Donc, quand vous allez voir votre médecin, il peut avoir sa clinique privée comme un cabinet privé, en fait, là, qui prend l'assurance maladie, tout comme un psychologue ou un physiothérapeute pourrait faire, mais pour le médecin, tout est payé, alors que pour les autres professionnels, ça ne l'est pas.
Puis, je pense que la culture actuellement est médico-centrique parce qu'on a vraiment une vision en silo. On parle jamais, quand on parle de santé, on parle de maladie puis de traitement, un petit peu de prévention, mais on parle rarement de prévention qui commence à l'école, par exemple. Une bonne éducation, avoir un salaire décent qui permet d'acheter de la bonne nourriture puis d'avoir à pouvoir recevoir les soins dont on a besoin quand on en a besoin. On parle pas de tout le stress qui vient avec la vie moderne, surtout chez les gens qui ont moins de moyens financiers. On pense pas à ça quand on pense à la médecine. On pense à la visite chez le médecin, à la chirurgie, à l'hôpital, mais en fait, il faudrait vraiment avoir une vision globale de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, ce qui fait que les gens sont en santé ou pas, qui sont souvent beaucoup plus importants que les microbes ou les maladies chroniques que les gens peuvent développer. Ils ont fait à un moment, il y a une trentaine d'années, dans l'Ouest canadien, ils ont fait une expérience où ils ont donné à une communauté, à tout le monde, un salaire décent. Qui travaille ou pas, il y avait un revenu de base pendant quelques années. Et en fait, ils se sont rendus compte que de toutes les expériences médicales qui ont été faites au Canada, c'est ce qui a aidé le plus à ce que les indicateurs de santé s'améliorent. Donc, juste que les gens aient un bon revenu. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on pense à notre système de santé, mais c'est une grande partie de la santé. Puis, l'autre, je pense, grand aspect de la culture médicale, mais ça, je vais laisser mes collègues en parler tout à l'heure un peu plus, c'est que c'est une culture qui est marchande. Il y a une énorme influence des industries, les industries pharmaceutiques, mais les industries aussi de laboratoire, les industries de matériel médical en général. Puis c'est devenu au point où, on pourra parler tout à l'heure dans la période des questions de la rémunération des médecins, mais c'est rendu un moment où on donne des très grosses rémunérations aux médecins et ensuite on utilise cette rémunération-là pour changer le comportement. Au lieu d'aller voir un groupe de médecins en disant, écoutez, là, ça fonctionne pas, les gens n'ont pas un bon accès, il y a plein de choses qui se font qui sont inutiles, les soins sont pas donnés de façon appropriée, il y a du surdiagnostic, la surmédicalisation, on veut changer ça. Comment on peut faire? Ils font, on va vous donner un boni si vous faites ce qu'on veut que vous fassiez, puis on va vous enlever de l'argent si vous faites pas ce que vous voulez si vous faites pas ce qu'on veut que vous fassiez. Donc, en fait, on utilise l'argent, même avec les médecins, pour essayer de changer le comportement, alors que, comme professionnel, en théorie, on devrait quand même être capable de faire ce qu'il y a de mieux pour notre patient puis accepter de changer notre comportement sans que ça soit avec des primes puis des punitions, mais c'est vraiment tellement rendu marchand que c'est comme ça, en fait, qu'on essaie de changer le comportement des médecins. L'autre aspect de la culture marchande en santé, c'est qu'il y a les frais accessoires, donc les frais que vous payez pour aller voir votre médecin, que vous payez avec votre carte d'assurance maladie, en fait, donc en théorie qui devrait être couvert, mais il y a eu toute une commercialisation, si vous voulez, des soins de santé qui fait que vous pouviez parfois avoir à payer $100, $200, $500 pour avoir un test diagnostic ou avoir une consultation avec un médecin en cabinet. Des frais qui étaient illégaux, mais qui étaient tolérés. Il n'y a pas grand-chose quand même qui se fait à large échelle au Québec, qui est illégal, que tout le monde sait que c'est illégal puis qui est toléré, mais les frais accessoires, c'est quelque chose comme ça. La Régie de l'assurance maladie du Québec le savait, le Collège des médecins le savait, le ministère de la Santé le savait, mais on a décidé qu'on tolérait tout ça. Bon, récemment, Dr Barrett a annoncé que c'était la fin des frais accessoires. On va le croire quand on va le voir, mais c'était quand même fou. Des gens restreignaient l'accès à un médecin ou à un test diagnostic qui devait être couvert par le système public à cause des frais. Donc ça, c'est sûr que c'est une autre solution. Ces frais-là ne devraient pas exister parce que c'est pas équitable. Il y a des gens qui peuvent payer $100, $200, $300 pour voir un médecin, mais parce que justement, on s'est doté d'une assurance maladie publique parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas payer ça. Puis c'est pas quelque chose d'acceptable que les gens aient à choisir entre manger ou avoir un examen diagnostic auprès d'un médecin ou attendre des années pour l'avoir à l'hôpital. Parce que tous les gens qui donnent ces examens dans leur cabinet où ils font payer les gens sont moins à l'hôpital pour le faire de façon gratuite au niveau du public. Je pense que l'autre aspect de la culture médicale en ce moment, c'est que c'est une culture qui est très je veux dire autoritariste, même si c'est pas vraiment un mot. C'est vraiment de plus en plus une gestion de haut en bas.
Il y a, bon, depuis très longtemps, on parle du paternalisme médical, on parle que nous, comme médecins, souvent, j'espère que ça va en s'améliorant, mais qu'il y avait beaucoup de paternalisme. Le médecin savait mieux que le patient et disait au patient quoi faire. Mais là, c'est le ministère de la Santé et le ministre de la Santé qui sait mieux que tout le monde quoi faire, puis qui dit à tout le monde quoi faire, puis qui n'écoute pas. On a eu la chance d'aller aux consultations sur la loi 10, la loi des fusions, qui se sont faites un petit peu dernière minute, qui était un peu broche à foin, mais de tous les groupes qui sont allés, il y a une cinquantaine de groupes qui sont allés, il y a seulement 2 groupes qui étaient en faveur de la fusion, dont la Chambre de commerce. Je pense que ça nous dit beaucoup quand la Chambre de commerce est d'accord avec quelque chose comme ça. Et tout le monde a dit, c'est horrible, ça marche pas, ça marchera pas, ça peut pas se faire aussi rapidement que vous le dites, faites-le pas, faites-le pas. Et ça a été adopté sous une loi Bayon. Donc vraiment, il n'y a aucune consultation. Ça, il n'y a aucune consultation des groupes de médecins, des groupes du système de santé. Il y a encore moins de consultation des patients, des citoyens. C'est comme si le système était complètement déconnecté des patients, des citoyens. Si vous avez quelque chose à dire sur l'organisation du système ou sur ce que vous aimeriez qu'il change, vous n'avez probablement aucun endroit où aller vous exprimer. En ce moment, la loi 10 a fait ça aussi, ça a enlevé les représentants des patients et des citoyens des conseils d'administration des hôpitaux. Puis finalement, la culture regarde des indicateurs de performance et d'efficience qui sont vraiment biaisés. Il n'y a jamais personne qui nous dit, comme médecin ou comme organisation, « Hey, vos patients sont en bonne santé. Hey, vous avez des bons indicateurs. Là, il y a moins de diabète, il y a moins de haute pression, il y a moins de dépression. Vos gens sont plus actifs physiquement, ils ont eu les vaccins dont ils ont besoin. » Non, non, non. Ils nous disent, « Vous avez vu tant de patients par minute, tant de patients par heure. Nos collègues infirmières qui travaillent en CLSC se font dire, « Ah ben, vous faites des soins à domicile, puis vous prenez 13 minutes pour changer la couche d'une personne en soins palliatifs à l'IT, c'est trop, il y a juste 11 minutes d'alloué. » On est rendu dans du minutage, on est rendu dans des indicateurs de performance qui n'ont rien à voir avec la santé, qui ont tout à voir, ça pourrait être une chaîne de montage en fait, puis c'est un petit peu la même chose. Donc vraiment, je pense qu'il y a des bons indicateurs de santé qu'on pourrait regarder, qu'on devrait regarder, mais c'est certainement pas ceux qu'on a en ce moment dans le système. Même chose comme médecin de famille, pour assurer l'accessibilité, c'est dur pour les gens de trouver un médecin de famille. Donc on a mis toute l'emphase sur il faut que les patients s'inscrivent auprès d'un médecin de famille. Au lieu de dire il faut avoir des lieux où aller consulter quand on a besoin de consulter, c'est il faut que tout le monde signe un papier avec un médecin, puis le médecin, il faut qu'il ramasse le plus de signatures pour avoir son 500 patients ou son 1000 patients, comme le ministre le demande. Mais là encore, ça peut être 500 personnes en bonne santé, alors que les gens en moins bonne santé ou qui ont besoin de voir un médecin sont peut-être pas inscrits. Ça compte pas. Il y a personne qui regarde ça. Il y a personne qui regarde si on donne des soins aux gens qui en ont besoin. Fait que tout ça s'entraîne un diagnostic assez triste, qui est, je pense, une perte de sens dans le système de santé, une perte de sens pour les soignants, une perte de sens aussi pour les patients, pour les citoyens. Comme on dit, c'est rendu une grosse bête, le système de santé dont on aime beaucoup parler. Je pense que dans les dernières 3 semaines, il n'y a pas eu une journée où le matin, en se levant sur la presse, il n'y avait pas une nouvelle sur quelque chose qui avait à voir avec le système de santé. Mais on perd le sens. On oublie que ce qui est important, c'est la santé, puis c'est pas la maladie. Comment essayer d'avoir un système qui s'occupe de la santé de façon publique? C'est difficile. Il faut vraiment repenser à zéro. Je pense que la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'éducation. L'éducation citoyenne, l'éducation à la santé. Peut-être que pour améliorer la santé au Québec, il faudrait remettre des cours d'éducation physique à l'école. On en a coupé beaucoup. Permettre que les gens prennent soin de leur santé, connaissent ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'être en bonne santé, c'est sûr. Je pense que l'éducation médicale aussi, c'est quelque chose dans lequel je suis impliquée. Je sais que j'ai quelques collègues ici aussi qui font l'éducation médicale. Enseigner aux futurs médecins une vision un petit peu plus humaniste, un petit peu moins scientifique. C'est déjà commencé, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. De parler de la médecine pas comme un travail autonome. On sait souvent ce qu'on entend, les représentants des médecins vont dire « Ah, les médecins sont des travailleurs autonomes ». C'est pas vrai. La médecine, c'est un sport d'équipe, c'est pas un sport autonome. Puis peut-être arrêter de penser aux médecins comme partie de l'organisation des soins avec les autres travailleurs du milieu de la santé. Donc, les professionnels qui s'occupent du maintien de la santé, comme les psychologues, les infirmières, mais il y en a beaucoup d'autres, aussi importants que ceux qui s'occupent de la maladie. Puis, parler un petit peu plus de compassion puis d'empathie, puis un petit peu moins peut-être de résultats de laboratoire de cholestérol puis de diabète. Ça, je pense que c'est des choses qui seraient assez faciles à faire dans le système d'éducation médicale. Il faut penser à la santé globalement, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, s'assurer que les gens aient un revenu décent, que les gens aient un petit peu moins de stress dans leur vie, aient accès à de la bonne nourriture, à des endroits pour faire
de l'exercice, à l'éducation dont ils ont besoin. Puis finalement, il faut repenser au financement puis à l'organisation. Arrêter de faire des décisions pour satisfaire les électeurs jusqu'aux prochaines élections, mais penser en fait à long terme pour maintenir la santé du plus grand nombre de citoyens le plus longtemps possible. On sait qu'il y a beaucoup de surdiagnostics, de surtraitements, on fait beaucoup trop de tests, on donne beaucoup trop de médicaments. Les tests sont importants, les médicaments sont importants quand on est malade, mais peut-être penser un petit peu plus à essayer de faire juste ce qui est pertinent, puis pas faire des tests pour faire des tests, pas donner des médicaments pour donner des médicaments, donc se séparer un petit peu des influences de l'industrie. Puis finalement, remettre les citoyens, remettre les patients au cœur du système, au cœur des décisions, favoriser l'implication. Quand les CLSC sont nés, il y avait beaucoup de représentants des communautés dont le CLSC prenait soin, qui étaient présents au sein du CLSC pour donner leur opinion. C'est pas vrai qu'on peut gérer tout un système à partir de son trône à Québec, puis savoir ce qui se passe, puis ce qui est mieux pour tout le monde. Voir avec les communautés, avec les citoyens, ce dont ils ont envie comme système de santé, leur donner une voix. Oui, dans les C3S, les CIUS, les grandes organisations, mais peut-être trouver une façon qui est des organisations un peu plus horizontales où tout le monde puisse avoir son mot à dire. Parce que moi, je suis persuadée que pour assurer la santé, il faut des systèmes publics, des systèmes d'éducation, de santé, mais il faut essayer de se libérer de la marchandisation, de la commercialisation des industries. Puis comme je disais tout à l'heure, peut-être passer de l'assurance maladie à l'assurance santé. Merci. Merci Isabelle pour ce tour de force. Je pense que vous avez touché. Vous avez mis le doigt sur plusieurs choses que je n'en ferai pas le résumé, mais qui me semblent que sont au cœur de la problématique qu'on vit. Simplement, ce médicocentrisme dans un cadre dans lequel on s'intéresse surtout à la maladie, pas vraiment à la santé, et dans lequel l'absence de participation du public, des gens, non, dans un système de gestion administratif vertical, en silo et autoritaire, c'est des éléments vraiment qui définissent notre système de maladies, si on peut dire. Je vous enlève les mots. Et que je pense aussi que tout ce que vous avez mentionné, qu'on aura le temps de traiter plus tard, plus de compassion et peut-être moins d'examens, on aurait peut-être plus de meilleurs résultats parfois, non? Et ça me fait plaisir d'entendre ça ce soir parce que ce n'est pas habituel qu'on entende ça dans une activité sur la question de santé au Québec. Mais on serait naïf de penser que la question, par exemple, des médicaments, c'est pas seulement une question d'administration. Il faut savoir où ces médicaments viennent, qui les produit, pour quelles raisons, non? Et comment, si quelque chose que vous avez mentionné aussi, Isabelle, une culture marchande, s'il y a de la marchandisation à une place, peut-être c'est dans le domaine de la fabrication et usage des médicaments. Alors, Claude Saint-Onge, qui, je pense, je ne sais pas combien d'années qui était dédié à des questions sur les médicaments, 15 ans déjà. Il est philosophe de formation. Il est auteur du livre L'Ambert de la pilule dessus de l'industrie pharmaceutique, publié à Éco-Société en 2008, avec déjà une deuxième édition. Et précisément, on lui a demandé qu'il nous explique, qu'il nous fasse un peu le tour de la question de comment les Big Pharma conditionnent et imposent ces conditions, surtout en ce qui concerne les médicaments, son prix et leur usage dans le système de santé au Québec. Et quelles seraient les propositions qu'il faudrait mettre en place pour nous libérer de ce contrôle excessif dans lequel on vit. Alors, les prochaines 20 minutes, Jean-Claude, sont pour vous. Agousti, on avait 25 minutes à Québec. Je pense pas. Oui, demande à Jacques. Bon. On n'est pas mieux à Québec qu'à Montréal, quand même. Bon, OK, trêve de plaisanterie. Bon, pour savoir si un médicament est efficace et sécuritaire, ce que vous faites, c'est que... Est-ce que je suis trop près? Oui.
Alors, ce que vous faites, c'est que vous le comparez à un placebo, puis parfois à un médicament de référence. Alors, les médecins s'appuient sur cette information-là pour proposer des traitements à leurs patients. Or, depuis que l'industrie pharmaceutique a la main haute sur les essais cliniques, ils contrôlent à peu près 80% des essais cliniques, l'information qui est issue des essais cliniques est incomplète. Très souvent, elle est biaisée, d'ailleurs quasiment tout le temps biaisée et souvent falsifiée. Alors, voici ce que, par exemple, Alan Francis, qui a dirigé les travaux du DSM-4, disait par rapport aux essais cliniques puis aux journaux médicaux. Alan Francis est en rupture de banc avec l'establishment psychiatrique. Il disait « Ça fait longtemps que je ne fais plus confiance à ce que je lis dans les journaux médicaux et psychiatriques. La recherche est biaisée pour produire des résultats positifs. Il est impossible de répliquer les découvertes. Les bénéfices des médicaments sont exagérés et les préjudices, c'est-à-dire les torts qu'ils causent, sont supprimés. » Alors, l'information est incomplète. Premièrement, il y a environ seulement que la moitié des essais cliniques qui sont publiés. Et puis, deuxièmement, en général, ce sont seulement les essais positifs qui montrent que le médicament est plus efficace que le placebo qui ont le droit de citer dans les journaux médicaux. Alors, ça, c'est ce qu'on peut voir, par exemple. Ça, c'est la version des journaux médicaux sur les antidépresseurs et la version de la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Alors, ces 12 antidépresseurs, il y avait 38 essais positifs, 36 essais négatifs. Et comme vous le voyez, dans les journaux médicaux, on ne rapportait que 3 essais négatifs, alors qu'en réalité, il y avait 36 essais négatifs. Alors donc, l'information qu'on a dans les journaux médicaux est biaisée. Généralement, d'ailleurs, les agences de réglementation, comme par exemple Santé Canada, la FDA, sont complices de cette omerta-là. Récemment, il y a un médecin de Toronto qui s'appelle le Dr Perso, qui a tenté d'obtenir de Santé Canada tous les essais cliniques sur un médicament qu'on appelle le Diclectin, qui est un antinauséeux qui est consommé par beaucoup de femmes. Alors, il a reçu effectivement, je veux dire, les documents de Santé Canada, mais près des 3/5 étaient complètement censurés, y compris la section sur les effets indésirables, et d'autres parties étaient partiellement caviardées. Or, à force de se battre, il a obtenu l'intégralité des documents, mais ce qu'il a dû faire, c'est signer un formulaire auprès de Santé Canada à l'effet qu'il ne dévoilerait pas ces informations-là au public, c'est-à-dire qu'il a été complètement réduit au silence. L'information aussi est souvent manipulée. GSK, GlaxoSmithKline, la compagnie absolument extraordinaire qui fabrique nos vaccins contre la grippe à Québec, et vous savez comment ils sont efficaces. GlaxoSmithKline, finalement, a testé le Paxil, qui est un antidépresseur, sur des adolescents. Alors, il y avait un article qui était signé par des chercheurs prestigieux, mais qui était rédigé par une auteure fantôme, qui prétendait que le Paxil, et je le cite, est efficace et bien toléré. Alors, suite à un procès, la compagnie a dû publier tous les résultats des essais cliniques qui montraient que le Paxil n'était pas plus efficace qu'un placebo, même que dans un essai clinique, le placebo battait le Paxil, et puis dans l'autre, le Paxil était aussi efficace que le placebo, ou vice-versa. Et ce qu'on a découvert, quand on a analysé ces documents-là, c'est que 11 des 93 participants sous Paxil ont éprouvé des effets indésirables sérieux contre un seul dans le groupe placebo, et 7 dans le groupe Paxil ont dû être hospitalisés parce qu'ils étaient devenus suicidaires. Falsification intentionnelle maintenant. Quand Eli Lilly, qui fabrique le Prozac, a fait sa demande d'approbation en Allemagne, un médecin qui était embauché par la compagnie se plaignait que le fabricant lui avait demandé de maquiller les tentatives de suicide sous Prozac par l'expression surdose. L'information également qu'on a dans les journaux médicaux est souvent contredite. Des chercheurs des Instituts nationaux de santé aux États-Unis ont analysé 363 études qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine, qui est le journal médical le plus prestigieux et qui est le plus souvent cité, et qui portait sur une pratique médicale établie. 38% de ces pratiques médicales étaient validées et 40% des pratiques qu'on croyait efficaces et bénéfiques étaient contredites. Les résultats
également de plusieurs études ne sont pas répliquées, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reproduire les mêmes résultats. Alors, en matière de cancer, par exemple, des chercheurs d'Amgen, qui est une grosse société pharmaceutique, ont répliqué 6 découvertes majeures, ce qu'on avait qualifié de découvertes majeures sur 53, ce qui en dit long sur la qualité de la recherche. Et bien sûr, tout ce qu'on mange, évidemment, nous protège du cancer ou bien cause le cancer. Alors, les petits points rouges, là, c'est à droite puis à gauche, là, hein, ça nous protège du cancer, ça cause le cancer, le vin, les tomates. En tout cas, moi, la seule que je trouve sérieuse, c'est le vin. Il y a plusieurs autres façons de truquer les résultats aussi des essais cliniques. Hein, avant l'essai, on passe par ce qu'on appelle une période de rodage ou une période de lavage. Ceux qui tolèrent mal le médicament, par exemple, sont exclus de l'essai clinique, de sorte que les effets indésirables lorsque ce médicament-là arrive dans la population sont sous-estimés. Et ceux qui répondent trop bien au placebo sont également exclus, de sorte que, évidemment, les effets positifs du médicament sont surestimés. La répartition des participants aussi aux essais cliniques est très souvent biaisée. Quand on a testé le Prozac chez les ados, on a réparti les cas les plus lourds dans le groupe placebo et dans un groupe qui était sous psychothérapie. Alors, de sorte que ça faisait bien ressortir, ou ça embellissait finalement le Prozac. Les participants également sont triés sur le volet. En appliquant à ces patients les critères d'évaluation et d'exclusion des participants aux essais sur les antidépresseurs, un psychiatre découvrait que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire 85%, ces épargnés auraient été exclus de l'essai clinique. Alors, de sorte que les résultats des essais cliniques ne sont pas généralisables à l'ensemble de la population. Bref, pour conclure cette section-là, la majorité des résultats de la recherche clinique sont trompeurs, c'est-à-dire que les bénéfices sont exagérés, sont minimes, parfois inexistants, et puis les effets indésirables sont sous-estimés ou carrément supprimés. Alors, je vais vous parler brièvement des brevets. Les nouveaux médicaments bénéficient d'un monopole qui est garanti par les brevets qui sont gracieusement consentis par nos États néolibéraux, alors de sorte que l'industrie est 3 fois et demi plus rentable que les autres entreprises. Oups, non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, ça, c'est la profitabilité des entreprises pharmaceutiques. Alors, ça, c'est les 500 plus grandes entreprises du magazine Fortune. En bleu, c'est la profitabilité, finalement, et puis les taux de profit des autres. Et en orangé, c'est les taux de profit, finalement, des sociétés pharmaceutiques qui sont 3 fois et demi plus rentables que les autres entreprises. Alors, dans la vaste majorité des cas, les nouveautés que l'industrie met sur le marché, finalement, sont des variations mineures par rapport aux molécules qui existent déjà, de sorte qu'elles n'apportent à peu près rien ou très peu de nouveau sur le plan thérapeutique, et elles sont responsables de la vaste majorité des augmentations de dépenses en médicaments. Par exemple, on estime que 13% des nouvelles molécules, c'est 42 nouvelles molécules qui ont été mises au marché, qui démontraient une efficacité accrue ou qui répondaient à un besoin qui n'avait pas été comblé jusque-là. Alors, ça, c'est une des stratégies de l'industrie pharmaceutique. On change un petit atome ou deux dans une molécule et puis on essaie de voler des parts du marché aux concurrents. L'autre stratégie que l'industrie met en place depuis quelques années, c'est fabriquer des médicaments de spécialité pour le cancer ou pour les maladies rares et qui se vendent à des prix stratosphériques. Il y a même un médicament qui se vend, par exemple, à 600 000 $ par année et ça, vous devez le consommer pour le reste de vos jours. Alors, la production de médicaments pour les maladies rares est extrêmement avantageuse. Tout d'abord, les crédits d'impôt qu'ils obtiennent sont plus généreux. Ils obtiennent 50% du coût des essais. Ils jouissent d'une approbation accélérée. Et parfois, comme le professeur Biron me le dit, là, à vitesse tue, les médicaments qui jouissent de ce type d'approbation sont 2 fois plus susceptibles de recevoir des avertissements concernant leur sécurité ou d'être retirés du marché. Ils sont exemptés des frais chargés par les agences. Parce que quand vous faites approuver un médicament, c'est la compagnie qui paye les scientifiques de Santé Canada pour l'approuver. C'est peut-être une des plus grosses formes de conflit d'intérêts qu'on peut s'imaginer, puisque le salaire
des scientifiques de Santé Canada dépend finalement de l'industrie pharmaceutique. Il y a plusieurs autres façons, finalement, de prolonger les brevets. Quand le brevet d'une molécule arrive à échéance, qu'est-ce qu'on fait? C'est que très souvent, on va breveter la face miroir ou l'autre face de la molécule. Par exemple, le Losec, qui est un médicament contre les ulcères d'estomac, puis contre le reflux gastro-œsophagien, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. La molécule a deux faces. Il y a une première face qui est inactive, c'est-à-dire qui fait absolument rien, et l'autre face est active. Ça, c'était la molécule du Losec. Alors, quand le brevet du Losec est arrivé à échéance, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé la molécule en deux, ils ont gardé la face active. Et puis, ils l'ont appelé Nexium. Et puis, ils l'ont vendu, évidemment, 2-3 fois plus cher que le Losec. Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on brevette le métabolite. Le métabolite, le corps transforme le médicament en une molécule. C'est cette molécule-là qu'on va breveter. Et c'est comme ça que le Claritin, par exemple, est devenu le Clarinex. Quand, par exemple, le brevet du Prozac est venu à échéance, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la couleur du médicament. On a changé son nom, on l'a appelé Sarafem, et puis on l'a fait approuver pour une autre indication, pour un autre usage, c'est-à-dire pour ce qu'on a appelé le trouble dysphorique prémenstruel. C'est le syndrome prémenstruel extrêmement dur, et on a eu le culot de mettre le trouble dysphorique prémenstruel comme nouvelle maladie mentale dans le DSM-5. Et c'est pas tout, parce que très souvent, également, ce qu'on fait, c'est qu'on soudoie les fabricants génériques pour ne pas qu'ils mettent leurs produits en marché. Et on pourrait parler aussi des traités de libre-échange qui visent justement, je dirais, prolonger la longueur des brevets. Alors, c'est pas un hasard, finalement, si les compagnies pharmaceutiques dépensent 2 fois plus en marketing qu'en promotion, qu'en recherche et développement, parce que quand un médicament est efficace, en général, ça se sait. Et on n'a pas besoin de publicité pour le faire connaître. Et puis, quand la compagnie qui fabrique le Nexium l'a lancé sur le marché, le fabricant a dépensé 489 millions de dollars pour convaincre le public et les médecins de sa supériorité sur le Losec. Et selon l'évaluation de la FDA, et la FDA n'est pas très, très exigeante, on croyait que c'était blanc-bonnet, bonnet blanc, ça revenait exactement au même. Et puis ici, un exemple un peu plus édifiant, celui de Jonas Salk, qui a développé le vaccin contre la polio. Il disait on ne peut pas breveter le soleil. Il a refusé de prendre un brevet sur son médicament, et puis il a renoncé de cette façon-là à 7 milliards de dollars. Alors, je vais parler brièvement des prix. Au Canada, depuis 1975, les dépenses en médicaments ont augmenté 3 fois plus rapidement que les dépenses pour les médecins et les hôpitaux. Et c'est ici que le prix des génériques est le plus élevé au monde, plus élevé encore qu'aux États-Unis. Et on figure au 3e ou 4e rang pour ce qui est, par exemple, du prix des brevetés, puis il n'y a pas tellement de différence entre le 2e et le 4e rang. Alors, selon le Tufts Center de Boston, qui est financé à 40% par l'industrie, ça coûterait 1,4 milliard de dollars pour mettre au point une nouvelle molécule. Alors, ce 1,4 milliard de dollars provient de la mise en jour d'une étude qui a été faite en 2001 par le Tufts et qui estimait qu'à ce moment-là, en 2001, ça coûtait 802 millions pour amener une nouvelle molécule au marché. Alors, un organisme du Congrès américain, un organisme aussi subversif que ça, avait composé ce 802 millions et voici ce que ça donne. Il y a 399 millions de dollars, c'est-à-dire quasiment la moitié de la somme, qui provenait de ce qu'on appelle, ou ce que les économistes appellent le coût d'opportunité du capital. Alors, le coût d'opportunité du capital, c'est tout simplement que ces montants-là qu'ils ont investi dans la recherche, s'ils l'avaient investi, par exemple, à la bourse, ils auraient fait 399 millions de dollars. Alors, le 399 millions, là, ça ne sort pas du tout de la poche de l'industrie pharmaceutique. Ça ne tenait pas compte non plus l'évaluation du TOF des crédits d'impôt, parce que pour chaque dollar qui est dépensé, la dépense réelle est de 66 cents, et l'estimation du coût des essais cliniques par le TOF était 4 fois plus élevée que celle du Congrès. Et l'organisme du Congrès, le GAO, estimait qu'il en coûtait environ 16 à 20% de ce fameux
802 millions de dollars. D'ailleurs, il y a un organisme un peu lucratif qui a été mis sur pied grâce au prix Nobel que Médecins sans frontières a gagné, qui s'appelle le DMDI, qui lui a mis au point 6 médicaments pour les maladies négligées. Et ils ont estimé que ce que ça leur coûtait, c'est 10% finalement du coût évalué par le TOFS. Alors, l'industrie soutient qu'elle a besoin de profits et de prix élevés pour financer la recherche. Et quand on suit la trace de l'argent, qu'est-ce qu'on constate? C'est que sur 10 ans, 97% des profits des mondiales du médicament étaient distribués en dividendes et en rachat d'actions. Pas n'importe quelles actions. Ils rachètent leurs propres actions. Ça crée une pénurie. Ça fait monter le prix des actions. Et on sait, par exemple, et ça c'est un rapport qui a été soumis à l'ONU par des économistes, notamment des économistes américains, et on sait que, justement, une grande partie de la rémunération des directeurs, des PDG des grandes sociétés pharmaceutiques, c'est des stocks options. Alors, pas besoin d'avoir un doctorat en économie, parfois même que ça aide, j'en ai un. Je m'excuse auprès de mes collègues économistes, pour comprendre que la principale raison, finalement, qui dicte le comportement des pharmaceutiques, ce n'est pas la santé publique, mais le profit. Alors, certains, d'ailleurs, ne s'en cachent pas parce que l'ancien président d'Upjohn, qui est une compagnie pharmaceutique qui a été rachetée par Pfizer depuis ce temps-là, qui fabrique le Xanax, qui est un anxiolytique, disait il y a 3 raisons pour lesquelles Upjohn s'intéresse au diagnostic du DSM. La première, c'est l'argent. La deuxième, c'est l'argent. Et vous avez donné, c'était quoi la troisième? Le profit. En 7 ans, il y a 21 mondiales du médicament qui ont versé des amendes de 40 milliards de dollars au civil et au pénal pour fraude, pour avoir caché de l'information sur les effets indésirables, pour avoir payé des ristournes à des médecins afin qu'ils prescrivent leurs médicaments et pour avoir mis la santé du public en danger. Et ça, c'est une citation qui vient du département de la justice des États-Unis. Pfizer, qui est une des plus grosses mondiales du médicament, a même été condamné pour racketeering, qui est une condamnation qui est réservée à la mafia. Et c'est allé devant la Cour suprême, et la Cour suprême a maintenu la condamnation. L'industrie compte également sur plusieurs relais, plusieurs complicités pour exercer son influence. Les agences de réglementation qui reçoivent beaucoup d'argent de l'industrie pharmaceutique, les journaux médicaux qui vivent des annonces, les sociétés professionnelles, plusieurs associations de patients dépendent en partie des fonds de l'industrie. Mais les collaborateurs les plus précieux de l'industrie, ce sont les auteurs des lignes directrices dont la majorité est en conflit d'intérêts. Par exemple, 13 des 14 membres du comité responsable des lignes directrices canadiennes sur le TDAH reçoivent des fonds des fabricants dont ils recommandent les médicaments. Mais le chef d'orchestre, la tête, c'est vraiment l'industrie pharmaceutique. Et comme mon ami le docteur Turcotte dit, comme disent les pêcheurs gaspésiens, la morue, ça commence à pourrir par la tête. Alors, voici ce que Catherine DeAngelis, qui est l'ex-rédactrice en chef du journal de l'Association médicale canadienne, disait « Je veux démontrer comment elles, c'est-à-dire les sociétés pharmaceutiques, manipulent les données et pourquoi nous devons être cyniques à leur sujet. » Alors, quelques remèdes maintenant très rapidement. Alors, parmi les solutions incluent un accès illimité aux données de la recherche. Celle-ci devrait être publique et ouverte, réalisée par des instituts publics ou sans but lucratif, comme par exemple les laboratoires Farmanguinos au Brésil, que j'ai eu le plaisir de visiter, puis l'Institut Mario Negri en Italie, qui ne brevette pas ces découvertes et qui évalue si les médicaments remboursés par le système de santé italien sont efficaces. L'Institut a comme ça fait économiser des millions et des centaines de millions au système de santé italien. Récemment, une étude de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières estimait que le Canada économiserait 11,4 milliards avec un programme public d'assurance médicaments qui permettrait un accès plus équitable aux médicaments essentiels. Et un organisme comme Pharma-Québec pourrait couper les prix en deux. Alors, il est inspiré de Pharmac en Nouvelle-Zélande, c'est pas très, très révolutionnaire finalement. Et
qui comporterait 3 volets. Il y aurait un pôle d'achat groupé finalement qui procéderait par appel d'offres, un pôle de fabrication de génériques à bon marché qui permettrait notamment de pallier les pénuries, et puis un pôle de recherche sur les médicaments véritablement innovants. Alors, les médicaments font partie de l'arsenal essentiel puis indispensable pour améliorer la santé puis la qualité de vie. Néanmoins, j'aimerais vous rappeler ces paroles d'un vice-président de GSK qui disait « Plus de 90% des médicaments fonctionnent chez 30 à 50% des gens. » Et pour conclure, permettez-moi de citer une légende de la lutte québécoise, et j'ai nommé Maurice Mad Dog Vachon, qui aimait lui-même citer Victor Hugo, « L'avenir appartient à ceux qui luttent. » Merci Jean-Claude. Je pense que la première chose que vous avez démontré aujourd'hui, c'est qu'un philosophe n'a pas à être dans les sphères célestes seulement, sinon qu'il peut descendre terre à terre. Et je pense que votre tour d'horizon de toute la problématique avec l'industrie du médicament nous donne une vision, hélas, pas très réjouissante, pas très sympathique, mais je pense très réel, que ce soit par la manipulation de l'information, que ce soit par les brevets qui ne sont pas des brevets, sinon des variations sur une même musique déjà existante, que ce soit par le marketing, comme vous mentionnez qu'on dépense 2,5 plus en marketing qu'en recherche sur les médicaments, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et finalement, tout ça se résume avec ce que vous avez dit vers la fin, c'est que la raison d'être, c'est l'argent, et en prenant en otage la santé du public. Mais certainement que tout ceci a déjà été en quelque part traité par Isabelle au début, mais on va y rentrer plus à fond avec Jacques Dufresne en tout ce qui concerne la façon de concevoir la santé, la maladie et la façon de vivre avec ces dimensions qui sont constitutives de l'être humain. Non? Jacques Dufresne, qui est philosophe aussi, mais que vous allez voir qu'il ne reste pas seulement dans les sphères célestes de la philosophie, qui descend dans les planchers des vaches. Ça, c'est une expression québécoise que j'aime bien. Alors, il est philosophe, il est éditeur de l'encyclopédie de l'Agora et du site Homo Vivens. Il a été coéditeur du traité d'anthropologie médicale avec Fernand Dubon et Yves Martin, qui a été publié en 1985. Et il a réfléchi depuis longtemps sur toutes les questions de la santé, de la médecine. Il a été, je pense, une des premiers à s'intéresser aux médecines douces ou alternatives aux années 80 au Québec. Il a fait du travail avec des colloques organisés sur le sujet. Et on aimerait l'entendre expliquer comment ça se fait que cette culture dominante de la maladie, surtout, et de la santé, en moindre mesure caractérisée par l'hypermédicalisation technosanitaire, est devenue dominante au Québec. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer une culture de la santé en tant qu'art de vivre, de guérir et même de mourir? Parce que c'est à deux certitudes qu'on a tous ici, et depuis que l'être humain existe, qu'on est et on meurt. Et ça, personne que je sache y a échappé pour le moment. Non? Quoi qu'il en dise les transhumanistes, mais ça, c'est notre sujet pour une autre fois. Alors, Jacques... Ça en 22 minutes? 22 et demi. Docteur, vous avez dit que vous n'étiez pas des dieux, les médecins. Moi, je regrette. Vous devriez être des dieux, mais au sens qu'Hippocrate donne à ce mot. Dans le corpus hippocratique, Hippocrate dit « Le médecin qui se double d'un sage est l'égal d'un dieu ». Moi, je souhaiterais qu'on ait plus de dieux de ce genre. Bon. Cela dit, notre ami cite Victor Hugo qui dit pour le vaincu, la lutte est un grand bonheur triste qu'il faut faire durer le plus longtemps qu'on peut. Je commence un autre vers de Hugo. Mais nous n'avons pas d'avenir. Si l'avenir est à ceux qui luttent, nous n'avons pas d'avenir parce que nous ne luttons pas. Ce que je veux vous démontrer ce soir, c'est simple, c'est que c'est nous, vous tous, nous, qui créons le pouvoir médical, et c'est le pouvoir médical qui crée le pouvoir pharmaceutique.
Ma critique va porter sur nous d'abord, et alors, sur une expérience récente que nous avons vécue, ma femme et moi, dans la salle d'attente. Les Québécois aiment les salles d'attente. Les salles d'attente de l'histoire qui fait qu'ils attendent encore leur indépendance. Et dans le même esprit, ils aiment les salles d'attente médicales, et pour les mêmes raisons profondes. Nous étions 80 de 75 ans et plus, moins nous. Bon. Dans la salle d'attente d'un jeune ophtalmologiste de 34 ans, qui avait entendu pendant des heures, patiemment. C'était révoltant. Il n'y avait aucune raison logique et même commerciale pour qu'on nous fasse attendre comme ça. La seule raison, c'était un exercice du pouvoir. Intolérable. Alors, j'ai voulu semer la subversion autour de moi. Inutile de vous le dire qu'au bout d'une demi-heure, j'en avais assez. Mais là, j'ai été traité comme un sale révolutionnaire. Exactement comme un anathème. Quelqu'un qui aurait voulu semer le doute sur l'évêque à l'époque aurait été mieux traité que je l'ai été par les gens qui étaient là. Alors, je vous conseille à ce propos-là de lire les derniers livres de Christian Saint-Germain, Le mal du Québec. Il parle beaucoup de la médecine et de notre... c'est lui qui dit « La santé est l'opium du peuple québécois ». Et il commente « C'est à peine une figure de style si l'on considère l'augmentation croissante des prescriptions d'opiacés comme autant de façons de fidéliser le bénéficiaire et l'une des meilleures manières pour faire taire les critiques des services. » Ça, on oublie ça, mais le pire effet des médicaments, c'est de provoquer la passivité. De provoquer la passivité des gens qui étaient avec nous dans la salle d'attente. C'est là que se trouve la responsabilité première de tous les maux dont nous souffrons. Et cette responsabilité-là, et là, je vais essayer d'aller au fond des choses, comme me le demandait Agousti, au risque d'entrer dans le ciel, comme vous le verrez, dans les nuages élevés, c'est que nous avons fait de la santé un absolu, du complexe santé-maladie un absolu. Comme si la santé est devenue la fin, alors que la moindre réflexion nous oblige à reconnaître qu'elle n'est qu'un moyen, qu'elle doit être rétablie, remise à sa place en tant que moyen. Il n'y aurait pas eu de civilisation si la santé avait toujours été considérée comme une fin. Michel-Ange, au lieu de prendre le risque d'être malade en allant peindre le plafond de la chapelle Sixtine, aurait attendu dans la salle d'attente qu'on le guérisse. Nietzsche, pour guérir ses maux de tête, on a attendu aussi qu'on le guérisse, au lieu d'aller marcher dans les Alpes et d'en descendre avec le Zarathustra. Faites l'histoire de la civilisation, vous allez découvrir que la maladie est souvent créatrice et que ne serait-ce que pour ça, il faudrait bien se garder de faire un absolu de la santé. Entre nous, Illich dénonçait la santé parfaite. Ça, j'aimerais ça en discuter avec vous tout à l'heure. Illich dénonçait l'idéal de santé parfaite qui a été forgé au 20e siècle. Mais, je vous disais que j'allais partir du ciel. C'est que je vais vous parler d'abord d'Hélène de Troie, en citant un vers de Ronsard. Vous me demanderez quel est le rapport avec la santé et la médecine, vous allez voir. Imaginez, après la guerre de Troie, les vieillards troyens dessus le mur, voyant Hélène en dessous. Ça a inspiré ces vers à Ronsard. « Il ne faut s'ébahir, disaient ces bons vieillards, dessus le mur troyen, voyant passer Hélène, si pour telle beauté nous souffrons tant de peine. Notre mal ne vaut pas un seul de ses regards. » Pourquoi j'aime ces vers? Notre mal ne vaut pas un seul de ses regards. C'est la relativisation du mal et du malheur. Devant la beauté, on oublie son mal. On oublie son malheur. On ne l'oublie pas, il existe toujours, mais on le remet à sa place. Alors, cette Hélène de Troie, à laquelle je suis très attaché, elle est à la fois la beauté, elle est l'amour, elle est la divinité, elle est l'humanité. 4 choses auxquelles la santé doit être subordonnée comme moyen. 4 faits auxquels la santé doit être subordonnée. Je vais reprendre ces faits une à une. L'humanité. Qu'est-ce que j'entends alors par humanité? On raconte que, vous connaissez le philosophe Emmanuel Kant, celui qui était précis comme une horloge, qui chaque jour faisait la même promenade à 3 heures l'après-midi. Quand il était à l'agonie, il recevait son médecin
Et quelques jours avant sa mort, quand son médecin est entré dans sa pièce, il s'est levé, lui a tendu la main. Son médecin, maître. Et quand il a répondu, le sens de l'humanité ne m'a pas encore abandonné. Der Sinn für Humanität hat mich noch nicht verlassen. C'est plus beau en allemand. Et alors, ce Kant, qu'est-ce qu'il affirmait par là? Il affirmait la subordination de la santé à l'humanité. Mon premier souci, c'est de faire passer ma douleur derrière moi pour vous honorer en tant qu'être humain. Là, je viens de citer un grand philosophe, je pourrais donner... Mon propre père m'a donné un exemple semblable. Il est mort à 88 ans, mais vers l'âge de 85 ans, on a commencé à vouloir le persuader d'aller à l'hôpital, d'aller voir le médecin. Il répondait, si le médecin veut me voir, qu'il vienne me voir. C'était pas de la jactance, c'était pas de l'orgueil, c'était un homme simple, mais il voyait pas, il souffrait pas. Et alors, vous savez comment il est mort? Il voulait absolument pas déranger l'infirmière, l'obliger à s'occuper de ses soins intimes. Il a fait un dernier effort suprême pour aller au cabinet seul. Et quand il est revenu, c'était pour mourir. Je suis ému un peu, mais je raconte cette histoire pour bien montrer à quel point, c'est un exemple d'humanité comme celui de Kant, mais plus humble. Ivan Illich. Vous savez qui il est? Daniel Pinard en a parlé localement hier à la radio. Nous ne serions pas ici pour parler de ces questions-là probablement s'il n'avait pas écrit la Némésis médicale. C'était un ouvrage capital. Vous savez qu'Illich, à partir de l'âge de 40 ans, souffrait d'un cancer. Il avait une tumeur à la joue, à la tempe. Les médecins ont voulu l'opérer. Il a dit non, je préfère vivre avec ma tumeur. Parce qu'il savait que l'opération aurait provoqué des larmes involontaires et d'autres effets secondaires. Puis il dit, je ne veux pas imposer à mes amis des larmes qu'ils ne désirent pas. Et alors, pour d'autres raisons, il a vécu avec son cancer. Sa tumeur grossissait. Je l'ai bien connu personnellement, et à un de ses séminaires, au dernier séminaire où je suis allé en Pennsylvanie, où il était là, il était assis par terre au milieu de nous, en dégustant de l'opium raffiné, parce qu'il contrôlait la dose, et tout ça sans médecin, là. Il disait juste pour que ma douleur passe à l'arrière, que ma pensée reprenne le dessus. Et alors, on avait 2 heures de séminaire ensuite avec lui d'une luminosité. Voilà une autre personne qui n'aurait jamais écrit la Némésis médicale s'il avait attendu d'être guéri. Et il est mort après une journée de discussion comme ça avec ses amis en Allemagne, sans médecin. Bon. René Dubos, un autre exemple de ce que j'appelle l'humanité. René Dubos, celui qui a été un de ceux qui ont influencé Illich. Vous savez, celui qui a découvert le premier antibiotique, qui a lancé le mouvement écologique populaire aux États-Unis. Moi, je l'appelle l'Hippocrate du 20e siècle. J'ai eu le bonheur de le connaître aussi. René Dubos souffrait depuis son enfance d'une maladie cardiaque. Je n'emploierai pas le mot parce qu'il faut que ce soit le bon mot techniquement, mais une infection. Ça se peut myocardie? Une infection chronique. Alors, il disait à son personnel de laboratoire, si vous me voyez par terre, ne bougez pas, ou bien je suis mort, ou bien je me relèverai tout seul dans quelques minutes. Il se relevait et le travail continuait. Un jour, je l'avais invité ici à Montréal. Je l'ai invité à aller d'un hôtel à l'autre dans le Montréal. Et il faisait ça un soir d'automne, il pleuvait, il était chauve. Puis alors, je lui dis, vite, on appelle un taxi. Comment? Non. Si à mon âge, je cesse de m'adapter, je suis fini. Il avait 80 ans. Bon. Alors, un dernier exemple du même genre. Je passerai à un autre aspect de la question parce que le temps passe. Chronos est intraitable. L'humanité, la divinité. Où est-ce que je suis? Je n'avais paginé mes choses, je suis plus à l'aise. La divinité.
Ah, voilà. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime beaucoup Simone Veil. Est-ce que je prononce bien? Veil. Bon. Et elle aimait beaucoup la pensée grecque. Et le mot qu'elle a cité le plus souvent, c'est un mot d'Échille. To patei matos. Matos, c'est le mot d'où nous vient mathématique, c'est le mot qui signifie science en grec. Ça veut dire littéralement la science par la souffrance. Entre nous, ceux qui se connaissent un peu eux-mêmes savent qu'on n'arrache jamais ses masques sans irriter la peau du visage. Se connaître soi-même, ça fait mal. Et alors, c'est cette conviction profonde. Le mot feu en grec se dit pur. De là vient le mot purification. Nous ne sommes purgés de nos illusions que par le feu. D'où le mot purification. C'est ces idées-là qui l'ont prédisposé à s'intéresser au christianisme et qui l'ont amené à dire à propos du christianisme, le christianisme n'offre pas de remède à la souffrance, il offre un usage surnaturel de la souffrance. Bon, je vois beaucoup de Québécois ici. On en a abusé de cette idée au Québec, au point que dans bien des cas, on a fait du dolorisme, on a eu un culte de la souffrance plutôt que de se limiter à en faire un bon usage quand elle était inévitable. Tout ceci nous a éloignés et de la souffrance et de la religion, mais nous a laissés dans une situation telle que, n'ayant plus d'usage possible surnaturel de la souffrance, il n'y a plus qu'un recours, les remèdes. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous remplissons les salles d'attente. Et troisième thème, l'amour. Et là, je reviens à Hélène de Troie. Et alors, les Grecs auraient dû, normalement, les Troyens auraient dû la lapider, les vieux surtout. Ils venaient de perdre leur fils à la guerre, ils auraient dû la lapider. Ils ne l'ont pas lapidé, ils lui ont dit, notre mal, c'est vrai, c'est pas juste Ronsard qui a dit ça, notre mal ne vaut pas un seul de ses regards. C'est toute l'Antiquité qui a dit ça. On lui pardonnait tout parce qu'elle était belle. Elle était le remède des maux dont elle était la cause. Si on pouvait dire ça de toutes les belles de la terre. Bon, elle était le remède des maux dont elle était la cause. Et alors, je ne veux pas m'étendre davantage sur le sujet. Je veux juste rappeler que ce mythe évoque un rapport de l'homme et de la femme qui est resté inégalé dans l'histoire. C'était l'affirmation de la polarité entre l'homme et la femme. Hélène, avec ses héros, c'est la polarité pure, polarité que beaucoup de gens rejettent aujourd'hui. Mais c'était aussi l'égalité. Et même que non seulement il y avait égalité entre elle et ses amants, mais même une supériorité de sa part. Ça s'est dégradé par la suite dans l'histoire, ce type de rapport. Je n'ai pas de précision à donner sur le sujet. Ce que je veux montrer, c'est que les bouleversements récents dans les mentalités, qui sont à l'origine de la naissance de la sexualité, je parle du mot autant que de la chose, ont eu des conséquences profondes sur la médicalisation. Je n'apprendrai rien à personne en disant que les femmes en particulier aujourd'hui en souffrent. La médicalisation les frappe depuis leur adolescence et la pilule, sans interruption, en passant par les grossesses qui ont été médicalisées, sans interruption jusqu'à la ménopause, et parfois bien au-delà. Bon, c'est un sujet extrêmement délicat. Je suis le premier à reconnaître que ça a été un bienfait pour beaucoup de femmes, et qu'il y a beaucoup d'avantages à tout ça. Mais ça a aussi été un élément clé dans la médicalisation. Et dans la salle d'attente dont je vous parle, il y avait 2 femmes pour un homme. Dans la salle d'attente de l'histoire. Ouais. Et alors, je soulève la question tout simplement, et en allant plus loin encore. Les bouleversements récents qu'on peut observer autour de nous, à mon avis, vont provoquer encore plus de médicalisation. Je pense en particulier dans la série Les Simones. J'ai noté qu'une certaine Maxime, un des personnages de la série, dit quelque part nous, hommes et femmes, avons tant de choix et nous sommes pourtant si seuls.
Elle associait le fait d'avoir tant de choix au fait de la solitude. Et j'ai l'impression, et ça c'est une analyse qu'il faudrait approfondir, mais j'ai le sentiment que la guerre des sexes telle que nous la vivons depuis plusieurs générations déjà a pour effet de créer une solitude qui crée une demande d'opiacés, qui crée une demande médicale. L'amour n'est plus le médecin, il est malade lui-même. Bon, ça c'est un pavé dans la grande mare de la réflexion. Le dernier thème, la beauté. Il nous faut s'ébahir, disait ces bons vieillards, dessus le mur troyen, voyant passer, si pour telle beauté nous souffrons tant de peine. Je ne sais pas si vous avez écouté certains d'entre vous hier à la radio de Radio-Canada, Normand Baillargeon, à l'émission Dessine-moi un dimanche. Il s'est dépassé. Il a raconté la vie du philosophe John Stuart Mill, qui, après avoir eu une éducation exclusivement analytique, a vécu une grave dépression, dont il s'est guéri par la beauté, par la poésie en particulier. C'est ce que racontent les biographes de John Stuart Mill, et par l'amour aussi, parce qu'il a fait une passion absolue et inaltérable pour une certaine Harriet. Et alors, la beauté nourrit. La beauté inspire. Et, par exemple, moi, je peux vous dire une chose. Hier soir, on interviewait, tout le monde en parle, l'architecte Pierre Thibault. Il n'a pas osé dire le fond de sa pensée, à mon avis, sur les 2 boîtes de carton qu'on vient de créer, qu'on appelle hôpitaux à Montréal. Mais une des choses qu'on oublie dans nos politiques de santé, qu'on savait, où est-ce qu'on construisait des sanatoriums autrefois, au Québec même. À mon avis, on choisissait des beaux endroits où il y avait du bon air. On a choisi pour construire les 2 hôpitaux géants de Montréal, les endroits les plus pollués de la ville. Et même que dans un certain hôpital francophone, on va travailler dans les souterrains. Mettre les services médicaux dans les souterrains, ça me rappelle la caverne de Platon. C'est achevé d'enterrer la médecine. Alors que, il se trouve que par bonheur, j'ai connu aussi un architecte français qui s'appelait André Bruyère, qui est devenu célèbre parce qu'il a construit dans le sud de Paris un hôpital pour soins prolongés. Il avait vécu lui-même dans l'hôpital avant de faire ses plans pour voir comment il pourrait aider les malades à mieux vivre. Sa définition de l'architecture, c'était une tendresse moulée sur une contrainte. Je vous jure, quand j'ai visité cet hôpital avec lui, que j'ai parlé aux infirmières, aux malades, tous ces gens-là aimaient l'homme qui avait construit l'hôpital. Ils avaient des raisons concrètes de l'aimer parce qu'il a réduit par 3 le nombre de kilomètres qu'une infirmière doit marcher chaque jour. Ça a l'air de rien. Il a fait en sorte que de chaque chambre, on puisse voir le poste, c'était circulaire, de sorte que le malade qui peut tout au plus sortir de sa chambre avait un petit banc à côté de sa porte de chambre, d'où il pouvait voir la vie autour de lui, avec une fenêtre basse, d'où il pouvait voir la végétation dans la cour intérieure, les petits animaux. C'était donc le nom de l'hôpital? L'hôpital, j'ai oublié, c'est dans le sud de Paris. J'ai oublié le nom, madame, malheureusement. Okay. Mais cherchez André Bruyère, sud de Paris, dans l'encyclopédie de l'Agora, vous allez le trouver. On trouve tout, là. On trouve tout, en parenthèse, je vous signale qu'on trouve les œuvres du docteur Pierre Biron dans un site merveilleux qui s'appelle l'Alter Dictionnaire médico-pharmaceutique. J'en fais la publicité aux frais des compagnies pharmaceutiques qui nous écoutent. Si ma conviction profonde, c'est une des joies de ma vie, c'est de pouvoir être l'éditeur d'une œuvre pareille, ma conviction profonde, c'est que si nos dirigeants, nos ministères de la santé, nos ministres de la Santé avaient la curiosité d'aller lire ce travail-là, ils auraient toute l'information requise pour administrer sagement nos fonds publics.
Ça existe. Donc, les médecins eux-mêmes auront au moins l'honneur d'avoir créé l'information qui résoudrait les problèmes qu'ils ont créés. Ils sont comme Hélène de Troyes. Ils sont la remède aux maux qu'ils ont créés. Je termine, mon cher ami. Je termine à regret, comme vous le devinez. Alors, au terme d'un travail de plusieurs années consacré à un traité d'anthropologie médicale au cours de la décennie 80, tout est devenu clair pour moi. La santé, c'est de l'oubli de la santé. La santé, c'est l'oubli de la santé. Écoutez, voulez-vous des précisions sur cette découverte? C'est que j'avais aligné une trentaine de définitions de la santé, toutes aussi brillantes les unes que les autres. Aucune ne me satisfaisait pleinement. Tout à coup, j'ai trouvé celle du professeur Le Riche qui disait « La santé, c'est le silence dans le fonctionnement des organes ». Je me suis dit, si on traduit ça, si on simplifie ça, si on fait un tweet avec ça, ça devient « La santé, c'est l'oubli de la santé ». L'image éternelle de la santé, c'est l'enfant qui court vers la mère sans se demander si son cœur peut supporter un tel effort et qui s'arrête spontanément quand il a atteint sa limite. Chaque chose est éternelle à sa place, disait Goethe. On peut appliquer cette pensée à la santé. Bravo. Humanité, divinité, amour, beauté, certainement ne sont pas des notions et des symboles qu'on associe à des questions de santé et de maladie, mais je pense que Jacques nous a donné les raisons suffisantes pour qu'au moins on commence à y faire des ponts. On va faire une pause, je vous ferai la pause.